C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le Before GG en ce vendredi, dernier numéro de la semaine au compte de cette pléiade. Eh bien, l'actualité est riche ici en Guinée. Mais avant, le Sénégal, les institutions s'imposent. Car comme on dit, si on ne met pas en place des institutions fortes, c'est l'institution la plus forte qui s'impose. Et dans le pire des cas, c'est le chaos. Et finalement, de ce côté du Sénégal, le Conseil constitutionnel a débouté le président de la République, Macky Sall. Vous vous souvenez, il avait pris ce décret en commun accord avec l'Assemblée pour proroger la date des élections au 15 décembre. Finalement, le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des députés mais aussi des acteurs politiques tels que Bassirou Diomaye Faye et tous les autres. Finalement, le Conseil constitutionnel, dans la prise en décision, sera publié au journal officiel et dit que le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoqué le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé. C'est ce qu'il faut retenir. Nous aurons, si tout va bien, un confrère du côté du Sénégal. Il s'agit de Abdoulaye Diédhiou. Il travaille au compte du groupe Fréquence Média. Eh bien, on va poursuivre le débat dans cette émission. L'autre sujet, nous parlons de ces sorties intempestives du ministre de la Justice. Finalement, vent debout contre les détournements des deniers publics. Le directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, Mamadou Makabaldé, est désormais sous le feu des projecteurs. Le ministre de la Justice a récemment donné instruction au procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et du financement du terrorisme d'entamer sans tarder des enquêtes judiciaires à son encontre pour des allégations présumées de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite, de corruption et de falsification de documents publics. On en parlera dans un court instant avec les chroniqueurs du jour. Eh bien, notre confrère Aboubacar Sansobari, administrateur général du site d'information le Yeli.com et chroniqueur de l'émission On refait le monde sur Guillaume TV, est convoqué par la direction centrale de la police judiciaire à se présenter ce vendredi à 10h dans ses locaux dans la convocation adressée aux journalistes en date du jeudi 15 février. Il est mentionné pour motif de fin d'enquête. J'ai un téléphone. Nous aurons, si tout va bien, nos confrères pour son témoignage dans cette émission. Eh bien, d'autres sujets viendront compléter cette émission. Si c'est maintenant, vous installez devant le petit écran. C'est le Before des GG. Bienvenue à tous. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, et oui, ils nous ont déjà rejoints sur ce plateau. Nous avons Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour Djiba Milimouno, bonjour à tous. Je crois que désormais on doit commencer par répondre au bonjour par cette chanson de Sili Nouale Bing Bing So. Sili Nouale. Ah bon? Non mais c'est ça, parce que quand on s'entend ici dans ce studio, bonjour, bonjour, et les auditeurs entendent Sili Nouale Bing Bing So, alors que le Sili est déjà rentré. Je crois qu'il faut changer de titre désormais. Peut-être qu'il faut mettre... Il y a Armée, mais je crois qu'à la place de Sili, désormais, il faut mettre Vive le Général d'Alpha Blondy. Allez-y, bonjour Alphonse, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Nous avons Caps qui nous a rejoint également. Caps, bonjour. Bonjour Djiba Milimono, bonjour à tous. Il faut dire bienvenue dans le pays où on a un nombre d'injonctions élevé, où tout le temps c'est des poursuites qu'on lance. Ce matin, on parlait avec le procureur de Kankan qui nous disait que dans sa circonscription, il avait lancé déjà, il avait mis en exécution cette injonction auprès des maires. Et des comités ont été déjà mis en place, des comités qui étaient bien étoffés, avec bien entendu de l'expertise en comptabilité publique pour prendre tous ces différents éléments en compte afin de permettre à ce que ces maires-là puissent se prononcer sur leurs responsabilités et l'intégrité dont ils ont fait foi dans la gestion des budgets en lien avec les collectivités. Et donc moi je me dis que c'est une très bonne chose, mais à condition que les procédures soient respectées et que finalement nous partions au bout. Alors ma question, c'est sur la base de quoi on poursuit ces maires? Sur la base des dénonciations, simplement. Des dénonciations qui peuvent être faites par des citoyens
Et donc, il y a eu des alertes selon ce qui a été dit par le procureur de Cancan ce matin. Donc, c'est sur la base des dénonciations qui ont été faites auprès du ministre qui également a lancé des injonctions de poursuite pour justement enquêter sur ces sujets-là afin qu'ils puissent rendre compte, comme c'est des élus locaux, sur la gouvernance locale, la façon dont ils ont fait pour justement gérer ces budgets qui ont été mis à leur disposition. Voilà. En tout cas, on va rester d'ailleurs dans les sillages. Le directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, Mamadou Maka Baldé, on en parle, on a vu hier le ministre cette sortie-là. Il faut rappeler également, il dit dans sa sortie d'ailleurs que c'est irréversible. Ça veut dire qu'il est droit dans ses bottes, il va continuer ses injonctions. Alors qu'est-ce que ça inspire? Oui, reddition des comptes, on va rester avec vous Caps, reddition des comptes, il faut toiletter la maison, mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment il en fait trop et finalement c'est l'effet inverse qui risque de se produire parce qu'il crée un manque de sérénité au sein de l'administration, même si les gens ont un budget alloué, aujourd'hui ils ont du mal à travailler parce que tout simplement il y a la peur, il y a une crainte qui s'établit au sein de l'administration publique. Oui, Djiba, ça il faut le préciser, hein. Oui, il faut la reddition des comptes, il faut faire valoir ce principe de reddition des comptes, il faut envoyer tous les gouvernants, tous les différents élus à pouvoir rendre compte parce que quelque part, ils sont en train de gérer des fonds à destination du peuple. Et quand on a géré, il faut bien entendu rendre compte. Mais on est dans un moment où il y a tellement de poursuites, on interpelle tous les DAF, tous les directeurs des EPA, tous les maires, et tout le monde est appelé à la fois. Finalement, est-ce qu'on a les ressources, comme l'avait évoqué la dernière fois le Premier ministre, pour pouvoir faire face à toutes ces choses-là? Gros point d'interrogation. Par rapport au cas du directeur en charge du volontariat jeune, là, on parle des éléments concrets là-dessus. Oui. Et je pense qu'à ce niveau-là, on parle d'un budget d'à peu près 5 milliards de francs guinéens qui étaient à sa disposition pour pouvoir gérer les affaires courantes de son département. Mais au-delà de ça, on dit qu'avec la loi des finances rectificatives, il y a un montant de 1,9 milliard qui sont venus en plus. Donc l'idée c'est de savoir est-ce que les rapports aujourd'hui qui ont été partagés, notamment il disait qu'il y a des activités qui ont été menées et qu'il y a 118 personnes qui étaient sorties sur le terrain pour faire des missions et finalement avec les rapprochements, on se rend compte que cela n'est pas le cas. La seconde chose d'ailleurs qu'on lui reproche qui serait peut-être grave, c'est justement le fait d'avoir transformer ou changer le numéro matricule d'un véhicule de service et que ce véhicule-là désormais l'appartenait et qu'on mette sa véhicule en location avec une société minière pendant qu'il y a une autre circulaire qui est sortie pour évoquer le fait que ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui sont interdites. Donc au regard de tous ces différents faits, encore une fois, je pense qu'ils ont des débuts d'éléments, ils bénéficient de la présomption d'innocence, il faut l'écouter pour rapprocher tous ces faits-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très simple. Un budget a été mis à votre disposition. Vous avez mené des activités. Forcément, il y a des rapports d'activité, il y a des justifs qui peuvent venir justement prouver le fait que les fonds ont été utilisés à bon escient. Et la chose la plus importante pour moi à ce niveau-là, c'est de garantir le respect justement de la personne qui est accusée pour qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse avoir sa version des faits et qu'on puisse faire valoir le respect de la procédure. Et si on ne s'inscrit pas dans une telle logique, encore une fois, il ne faudrait pas qu'on soit dans une forme d'abus. Quelques débuts d'éléments sont constitués, il faut permettre à l'accusé de pouvoir se défendre par rapport à ces faits-là et je pense que ça permettra finalement de toucher du doigt les différentes réalités. Pour l'heure, il est présumé et derrière, on verra bien dans les jours à venir, est-ce qu'il est véritablement coupable ou pas. Le plus important, encore une fois, c'est de respecter les procédures en la matière. Voilà, il faut rappeler que c'est une injonction qui a été adressée au procureur spécial, indique le ministre Charles White, il parle de 5 milliards qui a été attribué à l'ANVG dans le cadre de l'exercice budgétaire, avec également d'une allocation des milliards 900 millions de francs guinéens accordés à la structure par le biais de la loi des finances rectificatives. Alors, et aussi cette voiture qui a été sortie de l'escarcelle de l'État et finalement qui se retrouve dans le secteur minier. Il parlait de plaque d'immatriculation qui a été changée selon toujours le ministre et que le chauffeur qui conduit cette voiture-là, son salaire viendrait des poches de l'agence. Alphonse, allez-y. En fait, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'il faut apprendre à comprendre. C'est-à-dire l'ensemble
de ces injonctions-là obéissent à quoi? Ou font suite à quoi? Parce que il ne s'agit pas de faire des injonctions. Aujourd'hui, si on doit compter le nombre d'injonctions que le ministre Charles a fait depuis qu'il est ministre, et qu'on voit l'aboutissement de toutes ces injonctions, on se dirait que ça ne travaille pas au ministère de la Justice. Rien n'est fait. On ne voit pas de résultat de ces injonctions. On revient au cas Maka. L'Agence nationale de volontariat jeune, on parle d'une note circulaire qui interdirait aux gens de prendre dans le portefeuille de l'État des véhicules pour les déposer dans leur propre portefeuille. Mais ce qu'on appelle dans le système du parking de l'État, les véhicules reformés existent. Ça, c'est une pratique administrative existante. C'est-à-dire des cadres au regard en fait, quand des véhicules ont atteint leur amortissement, ou qu'on considère que les véhicules ont atteint leur amortissement, ces véhicules-là sont vendus au plus offrant. Ça peut être quelqu'un du service ou même le directeur du service. La procédure est engagée, la personne peut racheter le véhicule qui était à la base un véhicule de service pour le remettre dans son portefeuille personnel. Ça peut être et le directeur ou un autre employé du service. Donc quand on dit qu'il y a une note circulaire qui interdit ça, j'ai envie de poser la question à quel moment une note circulaire pourrait interdire une pratique administrative existante et qui est légale. Maintenant, par rapport à la question des volontaires, parce qu'on dit qu'il y a des surfacturations, il y a des volontaires, des personnes démissionnaires qui continuent d'être payées. Il y a, en fait, aujourd'hui, j'aurais bien aimé que le ministre nous dise qu'à la suite d'une enquête de la Direction centrale des investigations judiciaires, qu'à la suite d'une enquête de la Direction de la police judiciaire, ou que ce soit l'ORDEF ou un autre service, un corps de contrôle, qui est interrogé le directeur, à la suite de ça, fait la dénonciation pour le poursuivre. Mais on demande au procureur spécial de le poursuivre sur la base de dénonciation accompagnée de fiches comptables, lui-même il le dit. Mais aujourd'hui, quand on parle de démission, dans le code du travail, ce n'est pas parce que vous avez démissionné que vous n'avez pas droit à des émoluments. En fait, les démissionnaires, dans certaines mesures, sont accompagnés de paiement d'un certain nombre de mois comme prime. Quand vous devez par exemple quitter certains services, on vous paye 6 mois, 3 mois ou des fois même jusqu'à l'année. Est-ce que ces cas-là s'appliquent-ils dans le service de Makabari? La question demeure. Makabaldé, la question demeure. Est-ce qu'un service est intéressé à savoir les démissionnaires dont on est en train de parler, ont-ils été concernés par une telle procédure? C'est au procureur spécial d'aller découvrir. Pendant ce temps, la presse et l'ensemble du peuple de Guinée sait que Maka est sous le coup des poursuites. L'autre chose, la procédure prendra combien de temps? Et ça coûtera quoi aujourd'hui à la mise en œuvre du plan d'action du département? Parce que n'oubliez pas que quand un directeur est sur le coup des poursuites, le service s'éteint. Vous avez dit tout à l'heure, beaucoup hésitent aujourd'hui, même quand ils ont des budgets, à cause des injonctions qui peuvent tomber à tout moment, de mettre en œuvre leur plan d'action. Sans oublier que l'État a fait signer des contrats de performance à l'ensemble de ces directeurs-là. Ces directeurs-là signent leur contrat de performance, mais aujourd'hui, Maka par exemple, ne peut plus entrer dans la mise en œuvre de son contrat de performance parce qu'il ne peut pas travailler. Il doit attendre de finir de se justifier dans des procédures qu'on connaît interminables ici, parce que toutes les injonctions qui ont été lancées ici, personne n'a vu l'aboutissement pour le moment. Le seul dossier qui a été traité ici avec une telle célérité, c'était le dossier de la Caisse de prévoyance sociale avec Cissé. Et ça aussi, on s'est rendu compte que l'État s'était vraiment cassé la figure. Et aujourd'hui encore, on revient dans le même exercice. Quel va être le sort de cette direction? Faut-il suspendre le directeur le temps des enquêtes? Si on le suspend le temps des enquêtes pour que le service fonctionne, qui va le dédommager au cas où on retrouve que les dénonciations faites ne sont pas prouvées? Parce que n'oubliez pas, les premières actions du CNRD ici ont consisté à accuser tous les directeurs de services publics en Guinée de corruption, faux en écriture, blanchiment d'argent, enrichissement illicite. L'ensemble de ces directeurs-là qui étaient sous Alpha, qui ont été poursuivis et dégommés, beaucoup d'entre eux ont été blanchis, mais personne n'a vu un seul communiqué annonçant que ces hommes-là ont été blanchis ou qu'ils sont rétablis dans leurs fonctions. Pourtant, c'est des cadres de l'administration. Ils ont été poursuivis, leur réputation a été atteinte, ils n'ont pas été rétablis.
Donc, quel va être le sort, par exemple, de ceux aujourd'hui qui sont sur le coup de ces poursuites-là? Au-delà de Maka, les maires, Caps parlait du procureur de Kankan qui met en place un pool qui permettra d'évaluer. En fait, là, ce n'est pas les poursuites qui l'engagent. Comme le procureur de l'Abbé aussi. De l'Abbé également. Et les autres procureurs vont suivre, évidemment. Donc, les procureurs aujourd'hui, au lieu de lancer des poursuites sur la base de preuves qu'ils ont regroupées, ils procéderont à une enquête préalable. Ce qui est de la compétence normalement de certains services dédiés ici. Justement. Donc la question qu'on c'est pourquoi il y a les corps de contrôle de l'État. Il y a le contrôle interne et externe. Je me demande en fait, moi je suis d'accord, je l'ai toujours dit, il faut les la reddition des comptes. Mais la façon avec laquelle le ministre procède, ça frise un peu du populisme. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, ce manque de sérénité-là risque d'avoir des répercussions sur les résultats. Non, en fait, parce que c'est partout, toute l'administration. Quand tu dis que ça risque d'avoir des répercussions sur les résultats des services publics, ce n'est pas un risque, c'est une réalité déjà. Ce qu'on ne vous dit pas dans le cas du courrier du Premier ministre, c'est le Premier ministre en partance pour Dubaï qui se rend compte que plusieurs DG, DPA et d'autres services publics sont interdits de sortir de ce pays. Il y en a qui étaient invités par des partenaires techniques pour des rencontres à l'international. Il y en a qui partaient prendre part à des forums à l'international pour le compte de la Guinée. Il y en a qui partaient pour négocier avec des partenaires qui pouvaient octroyer des fonds pour des projets importants en Guinée. Mais ils viennent à l'aéroport, l'injonction est là, ils sont directeurs, ils ne peuvent pas sortir. La Guinée perd ses rendez-vous, la Guinée perd ses opportunités, la Guinée perd ses financements. Et ça affecte les performances des services. Mais qui paye les frais? Personne. Le ministre Charles Wright, voulant être le super fils du président, parce que aujourd'hui il est ministre d'État. Attention, il est ministre d'État. Il ne répond plus directement du Premier ministre. Il répond de la présidence. Non, ça il faut le préciser. Non, c'est une réalité. Non. Il a des possibilités de rencontrer le président sans le Premier ministre. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne répond plus du Premier ministre. Et c'est ce que je te rappelle. Les ministres d'État aujourd'hui, dans la liste, je te donne la liste des ministres d'État. Il y a le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Habitat, le ministre de la Justice. Ces ministres-là, rajoutés au ministre de l'Administration du Territoire et des Télécommunications, ne répondent pas du Premier ministre. Écoute, le problème c'est quoi? Attends, c'est des auditeurs qui nous écoutent. Oui. Parlons du principe. Ne parlons pas de la réalité. Non, parlons du principe. Non, quand tu dis qu'il est ministre d'État aujourd'hui, donc il ne répond plus du Premier ministre. Il répond du Premier ministre. Non, ça c'est pas le principe. Le principe, c'est peut-être il peut rencontrer le président. Peut-être que la procédure est biaisée chez nous. Ça, il faut l'ajouter en le disant. Non, il faut l'ajouter en le disant. Il faut l'ajouter en le disant. Mais quand blanc, tu dis bonnet blanc, c'est la même chose. Quand tu dis il est aujourd'hui ministre d'État, donc il ne répond plus du Premier ministre, ça veut dire que tu es en train d'insinuer que c'est ce que dit le principe, alors que c'est pas ce que dit le principe. D'accord. Donc le principe dit qu'il relève du Premier ministre, mais dans la pratique, aujourd'hui, dans la réalité des choses, non, ça, il ne répond plus au Premier ministre. Ça, c'est des écarts de conduite que chacun d'eux a développé. Mais ça n'a rien à voir avec la loi. Il faut le dire, le Premier ministre qui est le garant du fonctionnement de notre administration est confronté à des difficultés qu'il ne peut pas citer. Si vous posez aujourd'hui la question de savoir comment fonctionne notre administration, vous comprendrez que ça ne va pas. Et ça, le Premier ministre est comme un spectateur, un triste spectateur devant cette réalité de notre administration. Ouais, allez-y, Daouda Mohamed Kamara, sur la même question. Vous savez, en réalité, j'ai été un des journalistes, en tout cas, qui s'est toujours placé du côté des démarches de Charles Wright, tout au début. Parce que, je l'ai dit dans ce studio, je crois dans le même siège, j'ai dit que jusque-là, je ne trouve pas de juristes qui contredisent les articles ou les principes invoqués par Charles Wright lorsqu'il s'engage dans une dynamique. Et jusque-là, on peut le relever. Il y a aujourd'hui des éléments, quand vous reprochez à l'engagement une forme, dans le fond, vous trouvez que ça répond à une prescription. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de se mettre dans une sorte je sais pas, dans une sorte de bouteille. On s'enferme, on mélange tout et on veut s'en sortir.
je suis bien d'accord, comme tous les Guinéens d'ailleurs, que la lutte contre la corruption soit une réalité dans notre pays. Et que cela soit sans aucune autre arrière-pensée, sans règlement des comptes, sans aucune intention de nuire à autrui. Oui. Lorsque les actions de lutte contre la corruption sont engagées, c'est la demande pressante de tous les Guinéens, en tout cas, et de tous Justement, les Guinéens tout à fait. patriotes. Patriotes, la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Oui. Mais lorsque la lutte contre la corruption prend un caractère personnel, ça devient un problème. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reproché? Tout ce qui est trop est mauvais. Tout ce qui est trop est mauvais. Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à Charles Wright? Il embrasse tout et après on se demande qu'est-ce qu'il va gérer à la fin. Parce que vous savez, il y a combien de maires aujourd'hui? Plus de 300 et quelques. Et nous avons combien d'officiers d'enquête? Environ 336. C'est beaucoup. Qui vont être mis sur ces différents dossiers. Et au même moment, il y a d'autres dossiers, des DAF, qui attendent encore. Il y a les directeurs des EPA. Oui. Ça, c'est sans compter les autres dossiers. Les dossiers de la CRIEF. Les dossiers de la CRIEF. Les cassories jusque-là qui attendent. On a tout transporté. On a mis tout, mais surtout à la fois, comme je reprochais un peu aux travaux publics par moment, on creuse partout et on ne maîtrise nulle part. Nulle part, oui. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec ces différentes injonctions aujourd'hui avec Charles Wright. Et remarquez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le coup d'accélérateur des procureurs, des procureurs généraux. Vous savez, jusqu'hier ou hier matin, je le disais, on était encore à la phase administrative. Parce que les injonctions du ministre de la Justice ne sont pas judiciaires. Lui-même, il n'est pas judiciaire, il est exécutif. Donc, les injonctions qu'il donne ne sont pas judiciaires. Et jusqu'à la phase judiciaire, jusqu'à avant que ça ne rentre dans la phase judiciaire, l'administration, le Premier ministre, comme autre autorité, peut aller à la suspension, à l'annulation, et même, je ne sais pas, en tout cas, peut intervenir. Il n'y a pas d'interférence. Mais aujourd'hui, depuis hier déjà, on a vu les différentes communications des procureurs à l'intérieur du pays. Procureur de Cancan, procureur de Labé. On attend le procureur de Conakry pour savoir est-ce que lui aussi il a engagé ces procédures. On est en train d'accélérer les choses pour sortir rapidement du cadre administratif et qu'on dise désormais on est dans le cadre judiciaire et toute intervention du Premier ministre sera assimilée à une interférence. Et chose qui est quand même prévue et je crois, est punie par la loi, par le code de procédure pénale. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie. Allons trop vite, allons bien vite pour nous échapper du contrôle administratif. Et c'est ce qui commence, parce que dès que les juges vont se mettre dans le dossier, dès que les officiers vont se mettre dans le dossier, on quitte carrément le cadre administratif, et c'est ce qui est en train d'arriver. On a suivi avec cette situation, cette affaire de MACA, de l'Agence nationale du volontariat jeune. Vous voyez, à présent, contrairement aux autres dossiers, dossiers qui ont été transmis à la CRIEF ou au procureur général, entre autres, cette fois, on a des ébauches d'éléments. On nous présente des éléments qui amènent à douter de la gestion. Tout à fait. Quand on prend les dossiers comptables, quand on prend le véhicule, quand on prend les travailleurs, les volontaires, je vais dire, les volontaires contraints, parce que c'est ce qui a été dit, contraints à la démission. Ils n'ont pas démissionné d'eux-mêmes, mais ils ont été contraints à la démission, qui continuent d'être payés, dont le salaire continue d'être sorti. Est-ce que ça leur arrive ou pas? Voilà des éléments qui peuvent quand même servir d'éléments de base pour aller dans une procédure. Mais avec les autres, par exemple, on dit simplement à la fois
on met tous les maires dans une même, dans une même calebasse, sans distinguer ce que chacun a fait particulièrement, individuellement, parce que le maire de Zérékoré ne peut pas avoir les mêmes problèmes ou les mêmes reproches que le maire de Ratoma, par exemple. Tout à fait. Ainsi de suite pour le maire de Lola, le maire de Sigri. C'est comme les 34 DAF aussi, c'est la même chose. Chacun a un dossier particulier. Sans oublier que certains maires ont encore leur compte gelé. Justement, j'arrivais à ce niveau. Jusque-là, il y a encore des maires, si ce n'est pas tous, hein, je crois tous ont... Il y a quelques-uns dont les comptes ont été dégelés. Dégelés, voilà. Donc, il y a eu, pendant un bon moment, les comptes ont été gelés. Et il y a eu des fonds, certes, par moment, en tout cas, des fonds levés dans les marchés, entre autres, ou du FODAC, ou je ne sais pas, qui ont quand même été injectés par moment dans certaines actions, dans certaines activités dans ces communes. Mais est-ce que ça a été la même chose dans toutes les communes? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faille se poser. Parce que moi, je me dis, on ne peut pas engager une procédure globale. Je pense qu'on pouvait aller contre ceux qui ont été dénoncés. Voilà. Engager des poursuites contre ceux-ci. On présente les dossiers. Oui. Les dossiers individuels de chaque maire que d'aller à une poursuite massive. Je crois que c'est une politique de... Moi, je pense que la manière n'est pas bonne. D'autres troubles, quoi. On veut troubler l'eau, attarder les esprits ou les opinions sur cette question, comme on en a l'habitude d'ailleurs dans ce pays. Lorsque vous commencez à vous lasser d'une actualité, on crée une autre. Pendant ce temps, l'essentiel, progressivement, est en train de vous échapper. J'attends bien, dans le cas précis de Maka Baldé, de savoir est-ce que tout ce qui est aujourd'hui présenté comme élément contre lui, parce qu'il n'est pas seul. Quand vous parcourez, quand vous écoutez un peu les explications du ministre Charles Wright, et ce n'est pas Maka seul. Il y a d'autres personnes également qui sont impliquées, qui doivent être inquiétées dans le même dossier. Et est-ce que ça sera fait pour chacun des personnes mises en cause aujourd'hui, notamment les maires, qu'on présente élément par élément jusqu'à vérification pour établir la véracité ou la fausseté des accusations, qu'on présente élément par élément sur chaque personne mise en cause. On prend le maire de Ratoma, on dit voilà ce qu'on lui reproche. Il a utilisé tel à telle fin alors que ça ne devait pas être. Il a utilisé tel. Le maire de Sigiri, il y a eu d'autres maires qui ont été quand même démis de leurs fonctions, accusés également de malversation. Bien avant même une procédure. Bien avant une malversation. Où en sommes-nous aujourd'hui avec leur situation? Est-ce qu'ils ont été entendus par un juge? Est-ce que le procès a été ouvert? Est-ce qu'ils ont été condamnés il a été avéré qu'ils étaient coupables? Est-ce qu'ils ont été relaxés et dédommagés pour les accusations fortuites, mensongères contre eux? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Il ne faut pas qu'on continue à nous jeter la poudre aux yeux. Il faut qu'on prenne par moment au sérieux le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée. Et je vais vous donner la parole. Nous avons un juriste d'ailleurs qui nous écrit. Il dit seulement un très bon juge peut avoir des connaissances insuffisantes en finances publiques, tout comme un bon financier peut être un piètre en droit, d'où la nécessité de la formation appliquée. Pour ces magistrats-là et autres, il est déplorable de constater que certains professionnels, par exaltation ou méconnaissance des principes fondamentaux régis par la loi, passent à côté en faisant des observations, constatations erronées pour aboutir à des conclusions inappropriées. Ce cas se retrouve souvent dans les rapports de mission élaborés au niveau de nos corps de contrôle ou même par des officiers de police judiciaire. Donc je pense que cette sortie-là, aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que ces juges qui sont à l'intérieur du pays, parce qu'il faut un parquet financier à côté, justement, qui saura interpréter ces rapports financiers. Et la grosse question... Et est-ce qu'on a des moyens pour recruter tout ceci? Et la grosse question c'est la même question qui s'est posée au niveau de la CRIEF. Hein. Oui. Quand on a toute la difficulté dans laquelle ils se sont retrouvés là, c'est parce qu'on a compris par moment qu'il n'y avait pas de spécialistes en comptabilité publique, en finances publiques, pour justement leur permettre de mieux interpréter un certain nombre de dossiers qui, à mon avis, ne devaient pas connaître tout ce que ça a connu là, parce qu'on aurait gagné en temps et on n'aurait pas
a foutu la honte quelque part à notre appareil judiciaire au regard de ces différents faits-là. C'est pourquoi la question ce matin, je la posais à ce procureur-là pour savoir est-ce qu'ils ont des spécialistes en finances publiques. Voici ses réponses. Nous avons mis en place un comité. Et dans ce comité-là, il y a des OPJ. Ces OPJ-là, il n'y a rien de sorcier en finances publiques, qu'ils ont la loi sur la comptabilité publique, sur la finance, la LORF, ils ont le code de procédure pénale qui se trouve là, ils ont la loi sur les collectivités qui sont là. Donc ils disent que... Sauf que les OPJ qu'on a créés, quand on leur a demandé de faire un travail, ils ont envoyé des papiers volants à la CRIEF comme rapport. Voilà, c'est inutilisable. On ne peut pas poursuivre quelqu'un sur la base d'une page. Exactement. Et c'est ce que lui, il nous dit, c'est d'où la question et l'interrogation qu'on se pose. Ici, du côté de Conakry, avec la CRIEF, qui est l'instrument de répression qui a été mis en place, on a remarqué ces insuffisances-là. Je me pose la question de savoir, à l'intérieur, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour ne pas nous mettre dans la même situation. L'autre élément que j'ai envie de rappeler concernant justement le cas du directeur de l'Agence nationale du volontariat jeune, c'est justement évoquer un fait. Je me demande qu'est-ce qui peut justifier ou qu'est-ce qui peut expliquer la célérité de son dossier. Parce qu'il faut quand même se poser la question de savoir qu'il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de cas du genre qui se retrouvent. Il y a même eu, parce que souvent, par exemple, les maires, c'est sur la base des dénonciations. Donc la question que je me pose de savoir, il y a eu combien de dossiers qui ont été dénoncés, il y a eu combien de dossiers qui se sont retrouvés sur la place publique, commentés par tout le monde, mais aucune injonction, aucune poursuite n'a été déclenché par rapport à ça. Et c'est pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des dossiers auxquels on accorde plus d'importance que d'autres? Est-ce que certains se dépasseraient? Non, on a vu le cas du ministère des Mines. Exactement. On a vu le cas du ministère des Mines. Chacun s'attendait quand même à une action du ministre de la Justice qui donnerait des injonctions. Parce qu'on parle de pot de vin à hauteur de 2 millions de dollars. D'enquête. Tout cela quand même devait nous amener aujourd'hui à se poser des questions sur la nécessité ou le bien fondé des injonctions contre tel et pas contre tel autre. Oui, mais ce sont des questions parce que c'est quand même une pratique dans notre pays que les gens viennent un matin, avant midi, ils deviennent des multimilliardaires, qui deviennent des agents immobiliers, qui deviennent, je ne sais pas, et que tout cela passe, mais c'est des mini-frétins, des petits poissons auxquels on s'attaque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger sur la sincérité même des actions qui sont annoncés. Justement, j'ai envie de parler de la sincérité des actions. Quand le ministre dit que nul n'est au-dessus de la loi, j'ai envie de dire que ceux qui font la loi pour lui sont au-dessus de la loi. Oui. Prenez le cas des DAF, par exemple. Si tous les DAF sont poursuivis, ça impliquera que les ministres soient poursuivis. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs le règlement général sur la gestion budgétaire. Si les DAF sont poursuivis aujourd'hui, parce que l'ordonnateur doit être poursuivi. Le DAF du ministère de la Justice n'est pas épargné. Oui. Charles Wright pourrait se retrouver dans le box pour justifier lui-même ses dépenses, ses frais de mission. Parce que c'est lui qui signe, c'est lui qui engage les dépenses. C'est lui l'ordonnateur principal du département de la justice. Oui. Et l'autre chose, quand Daouda parle des dénonciations, en fait, ce n'est pas sur la base de dénonciation que les injonctions sont lancées. C'est quand le ministre manque d'actualité dans son département, il réfléchit à comment ramener les projecteurs sur son département. Parce que ce dont on est en train de parler, les corps de contrôle en interne, les corps de contrôle externe, ces services dédiés à ce boulot-là, le ministre Charles sait bien que tout le monde, que ces services existent et il peut les actionner. Il suffit juste de demander à ces services, fournissez-nous les rapports, c'est tout. En fait, on n'a pas besoin de passer à la télé ou sur les réseaux sociaux pour se donner des airs et puis jeter tout le monde comme ça en pâture. Mais aujourd'hui, il a besoin d'actualité pour ce ministère. Et ça se passe très bien. Parce que ça fait que le ministère de la Justice est quand même un des départements les plus évoqués aujourd'hui. Quand vous prenez, si par exemple les médias, les hashtags, vous savez, en matière de recherche sur Internet, il y a les recherches les plus fréquentes.
Donc quand vous commencez à introduire des termes similaires à ces recherches fréquentes, on vous les suggère. Si aujourd'hui, ça devait un des départements ici devait constituer la recherche la plus fréquente, ce serait quand même le ministère de la Justice, parce qu'il est évoqué dans tous les articles de presse, il est évoqué dans tous les médias et tous les jours. Le ministre trouve quand même une bonne occasion de le faire. Mais quand on parle du ministère des Mines, Daouda parlait de ce cas dont plusieurs acteurs ont dénoncé. C'est des citoyens. Qu'est-ce qui serait pire? En fait, est-ce que cette dénonciation concernant le ministère des Mines est moins dangereuse ou moins grave que les dénonciations concernant les maires? Je ne connais aucune subvention d'un maire qui égalerait ce qu'on dénonce être détourné du côté du ministère des Mines. Mais vous ne verrez pas d'action là-bas. On a même vu cette autre dénonciation qui était plus claire avec le cas du directeur de la SONAP. On a vu ça, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été partagés dans ce sens-là. Et donc, on attendait derrière qu'une poursuite également soit lancée dans ce sens-là afin de l'écouter, recouper les informations, tout comme on est en train de le voir à chaque fois qu'il y a des alertes, des dénonciations qui sont données. C'est d'où la question que moi je pose encore une fois pour savoir, est-ce qu'il y a des privilégiés au sein de ces... Justement, une justice pour les hommes et pas pour les autres. Et pas pour les autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui il faut lutter contre la corruption. Oui, mais encore une fois, personne... La façon avec laquelle... n'est supérieur, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut interpeller tout le monde. Je pense que ce slogan-là, c'est pas possible. Dans la réalité des choses aujourd'hui, il y en a qui sont au-dessus de la loi. Je pense que c'est ce qui a été vendu aux gens. Et dès le moment où ce n'est pas le cas, les gens commencent justement à douter justement de la sincérité de l'appareil judiciaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de lutter contre la corruption. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on pleure, on n'a pas d'argent. On dit que les gens souffrent en Guinée. Mais pendant ce temps-là, vous avez quand même des groupuscules de personnes qui viennent de démarrer leur activité, il y a moins de 2 ou 3 ans, et vous voyez des réalisations exceptionnelles que font ces gens-là. Et si on parle de dénonciation, en longueur de journée, il y a des dénonciations sur la place publique. Mais pourquoi les actions ne suivent pas? Et finalement, on se lance dans des vastes chantiers, dans des poursuites à l'emporte-pièce. Exactement, pendant qu'on a des éléments concrets qui sont là, sur lesquels on peut commencer et progressivement permettre à ce que justice puisse être rendue. Voilà, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat dans cette émission. Si tout va bien, dans la seconde moitié de cette émission, nous partirons au Sénégal, mais aussi d'autres dossiers sulfureux nous attendent ici à Conakry. À tout de suite.